Bonjour tout le monde. On va effectivement vous expliquer comment, en partant d'ateliers extrême archi, on passe de la théorie à la pratique pour monter chez un client, dans ce cas présent, un data lake pour les opérations industrielles de Sanofi. Bonjour à tous, je suis Neza Grada, je travaille pour Sanofi en tant qu'ITS Business Partner. Et mon rôle dans cette organisation, c'est de faire le lien entre le business et l'IT. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les nouvelles technologies peuvent aider à transformer et à accélérer cette transformation digitale de nos métiers. Donc, Alexis Kinsella, directeur technique chez Xebia. Je suis chez Xebia depuis 8 ans et je m'intéresse particulièrement au cloud et à la data. Alors, ce qu'on va partager aujourd'hui avec vous sont Sanofi. D'abord, qui sommes-nous et quels enjeux avons-nous à adresser pour le futur? On verra comment on s'y est pris, en effet, pour partir sur un exercice très particulier qu'est l'extrême archi pour adresser une problématique stratégique autour de la data. On partagera les conclusions de cet exercice et on vous présentera comment on a mis en œuvre ce data lake sur une plateforme qui est AWS. Et on terminera en fait par les leçons et les enseignements qu'on a tirés de ce projet. Et on vous donnera un peu de visibilité sur ce sur quoi on va travailler dans les mois et semaines à venir. Alors Sanofi, qui sommes-nous? Quelques mots, je vais pas m'étendre. Sanofi, c'est le 5e laboratoire pharmaceutique dans le monde et le premier au niveau français. Nous sommes 100 000 collaborateurs qui œuvront au jour le jour pour développer et fabriquer et mettre à disposition de nos patients des médicaments innovants. On a fait en 2017 plus de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes le premier labo français. Les affaires industrielles de Sanofi, c'est tout simplement la division industrielle de Sanofi qui est chargée de développer les médicaments, de les fabriquer et de les distribuer. Nous sommes à peu près 33 000 collaborateurs dans le monde entier et répartis sur 35 pays et 75 sites. Quand on dit des sites pour les affaires industrielles, ce peut être des centres de développement, des centres de fabrication ou encore des centres de distribution. 2 métriques pour fixer les esprits sur ce que nous avons réussi à accomplir jusqu'à maintenant. En 2017, nous avons distribué à peu près 4,7 milliards de boîtes à nos patients et investi sur les 5 dernières années à peu près 5 milliards d'euros pour moderniser et transformer nos installations industrielles. Alors notre ambition, quelle est-elle? Notre ambition, elle est ambitieuse, j'ai envie de dire, c'est de faire des affaires industrielles un lieu d'excellence industrielle et se positionner dans le top 3 des laboratoires pharmaceutiques. On s'appuie pour ça sur une culture extrêmement forte de collaboration et sur des fondamentaux industriels qui sont en place autour du service client, de la qualité et du respect des exigences de sécurité et d'environnement. On aura à adresser la réalisation de la feuille de route. On a un pipeline de produits en cours de développement très largement constitué de produits biologiques et j'y reviendrai après sur les implications autour de ce pipeline. On a à consolider et développer notre modèle d'excellence industrielle pour arriver à construire l'excellence industrielle du XXIe siècle. En termes de transformation, qu'avons-nous à adresser sur les années qui viennent? Alors, je l'ai dit, on a un pipeline qui est très largement constitué de produits biologiques, c'est-à-dire qu'on va fabriquer nos futurs médicaments à partir d'organismes vivants. Là où hier on fabriquait des médicaments à partir de réactions chimiques, on a cet enjeu de biotechnologie qui arrive à nous et qui fait qu'on a des changements de paradigme forts à adresser en développement et fabrication des médicaments. Les organismes vivants sont vivants, donc extrêmement sensibles aux variations d'environnement, ce qui implique de mettre au point des procédés et des contrôles qualité avec un niveau d'exigence bien supérieur à ce qu'on a connu dans le monde de la chimie. On a une culture industrielle à consolider en fonction de ces enjeux-là. Et enfin, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais pas seulement, on a des enjeux de transformation digitale à adresser ou comment on va s'appuyer sur ces nouvelles technologies pour permettre cette transformation industrielle.
Alors, pour y arriver, on a un programme Factory 4.0 qui s'articule autour de 5 axes. Le premier, c'est l'industrialisation intégrée, ou comment on couvre la numérisation de nos activités de développement. Comment on va créer une continuité entre ce qui se passe dans le monde de la R&D et le monde de la production. En somme, quand j'y réfléchis, ça me fait penser un peu à l'esprit DevOps qui est en train de se déployer dans le monde de l'IT. Le second axe de ce programme, c'est les usines connectées, ou comment on va venir équiper l'ensemble de nos installations, équipements pour créer cette connexion entre le monde physique qu'est l'usine et le monde digital, de façon à absorber toutes ces datas et la mettre au service d'optimisation de nos activités. Si je continue l'analogie avec le monde du cloud, cela reviendrait peu ou prou à faire du CloudWatch sur nos applications. Troisième axe, c'est un peu l'inverse, c'est comment on apporte la bonne information au bon moment via le bon outil aux équipes sur place dans nos usines et dans nos centres de distribution et de développement. Le quatrième concerne bien évidemment la qualité, qui, comme vous vous en doutez, est un enjeu majeur dans l'industrie pharmaceutique. Nous sommes un environnement très fortement réglementé. Et là, on a un enjeu de digitalisation énorme. Nos activités de qualité dans l'industrie pharmaceutique étant à ce jour extrêmement manuelles et basées sur le papier. Pour adresser ces enjeux de qualité, on a aujourd'hui beaucoup de données non structurées de type vidéo, photo, documents, à partir desquels on va essayer de travailler et de créer de la valeur pour améliorer cet enjeu de qualité. Et enfin, on a évidemment un enjeu de supply chain, d'optimisation de la supply chain à partir de la data, un enjeu qu'on peut retrouver dans d'autres industries. Et j'ai envie de dire que la différence ici réside dans le produit en lui-même, dans le sens où ici, on a un enjeu de mise à disposition des médicaments à nos patients. Alors, l'enjeu, la thématique sous-jacente à ces 5 axes de développement, c'est évidemment la data. On a 75 sites dans notre organisation, des milliers de systèmes qui sont dans les usines et dans nos data centers, des décennies de data qui contiennent un énorme patrimoine, et on entend bien exploiter ce patrimoine pour adresser nos enjeux de transformation. C'est dans ce contexte qu'on a décidé d'initialiser cette plateforme data et de la co-créer avec Xebia via une approche qui nous a semblé très innovante, qu'est l'Extreme Archi et qu'Alexis va vous présenter. Voilà, donc pour pouvoir expliquer la suite de ce talk, premièrement, il va falloir remettre un petit peu en contexte ce que c'est un atelier Extreme Archi. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a proposé à Sanofi pour mettre en place leur solution Data Lake et construire une architecture autour de ce besoin. On leur a proposé de les accompagner à travers ces ateliers pour les guider rapidement à l'objectif. Donc, les ateliers Extreme Archi répondent à une promesse qui est une architecture adaptée aux besoins d'aujourd'hui, prête pour les besoins de demain en un temps record. C'est une méthodologie éprouvée, on l'a déroulée chez de nombreux clients, chez Sanofi en premier lieu, mais également chez bien d'autres. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est finalement assez simple. Ça va être une séquence d'ateliers qu'on va dérouler sur 3 jours avec nos clients et qui va nous aider à converger vers une solution commune, une architecture qu'on va co-construire et qui va répondre aux attentes vis-à-vis du besoin. Ça a pour objectif d'éviter de construire une vision partielle et court-termiste d'une solution qui réponde uniquement aux besoins du projet. Par contre, on ne va pas non plus dérouler un plan avec une vision quinquennale de la chose. Dans la durée, les technologies évoluent, donc les solutions d'architecture associées évoluent aussi. Et il faut se permettre, de toute façon, de laisser la porte ouverte au changement, ce qui est logique. Ensuite, pour que ces ateliers fonctionnent, il faut inclure différents profils qui vont venir apporter
leurs connaissances, leur expertise, leurs contraintes, leur quotidien, qui vont aider à construire cette solution de façon commune. Donc on va intégrer bien sûr, par exemple, le profil de Product Owner, qui est la personne qui va tenir le produit, mais également des personnes de l'équipe de dev, par exemple le tech lead ou d'autres développeurs de l'équipe. Alors ça va avoir pour objectif de construire finalement l'architecture associée au projet directement, donc pour répondre à un besoin immédiat, mais on va également inclure des personnes de l'opérationnel, par exemple les personnes qui s'occupent de la production, de la qualité, mais également des enjeux de sécurité. Et ça, c'est pour répondre aux besoins, j'allais dire, de la vie courante, peut-être du run du projet, par exemple. Et enfin, on va inclure des profils type DSI ou des cellules d'archi qui vont être capables de poser finalement la vision plus long terme vis-à-vis du projet et de s'intégrer correctement dans le SI. Donc ces ateliers, on les a déroulés finalement au mois de mars. Et suite à ces ateliers, en général, on peut construire un POC où on peut creuser les solutions. Et enfin, on fait une restitution dans laquelle on va présenter les conclusions auxquelles nous sommes arrivés durant les ateliers, mais également suite à la mise en œuvre du POC. Et donc, Neza va vous les partager. Alors, on a en effet fait cet exercice avec Zebia. On est arrivé à un certain nombre de principes qu'on a regroupés sur 4 thématiques principales. Le premier, c'est la construction de ce lake en mode complet serverless. Et on va voir comment on a pu arriver à ce résultat juste après. L'automatisation au maximum, notamment via la mise en œuvre de l'intégration continue et du déploiement continu. La sécurité by design, en tout cas viser cet objectif de sécurité by design. Et enfin, l'accessibilité aux données, comment permettre aux autres projets d'avoir cet accès à cette data. Je vais te laisser maintenant, Alexis, exposer la mise en œuvre concrète de ces 4 principes et en tout cas comment on a exploité l'écosystème AWS pour y arriver. Donc effectivement, suite à ces ateliers et aux conclusions qu'on a tirées, Sanofi a accepté qu'on les accompagne dans la mise en œuvre de la construction de ce data lake. Et je vais commencer par vous proposer finalement un choix extrêmement structurant sur le projet. C'est le choix d'utiliser des technologies serverless dans le big data pour construire cette solution. Et comme le disait Neza, on l'a fait sur AWS. Alors traditionnellement, au niveau du serverless, on va avoir une approche qui est plus liée à des distributions qu'on installe on-premise, typiquement comme Cloudera ou comme Hortonworks, et qui vont avoir la possibilité de proposer un ensemble d'outils qui vont traiter les aspects stockage, processing de la data ou encore l'analyse de la donnée. Donc typiquement, on va retrouver en face de ça des solutions techniques telles que HDFS, telles que des traitements de type Spark ou encore des traitements d'analyse de la donnée avec du SQL dans des moteurs type Presto. Ce ne sont que des exemples. Chez AWS, on est parti sur un petit peu leur pendant, mais côté serverless. Donc quelque chose d'extrêmement basique côté stockage. Toute personne qui connaît un petit peu AWS va y penser. Bien entendu, on se sert de S3 comme la partie stockage du lake. Là où il y a une énorme différence déjà vis-à-vis des distributions classiques Big Data, c'est qu'on a décidé, c'est une bonne pratique dans le cloud, de séparer la partie stockage de la partie capacité de calcul, là où en général elles sont assemblées. Elles sont rassemblées sur les nœuds d'un cluster Hadoop. Ici, ça va être composé en services différents et séparés. Et donc, on va se retrouver avec des capacités de calcul, nous, qu'on a choisi d'utiliser à travers les services AWS Glue, qui correspond finalement à un service qui permet d'exécuter du Spark en mode managé, mais également de disposer d'un data catalog sensiblement identique à Hive. Et toute la glue applicative qu'on va avoir sur les différentes stacks d'ingestion de processing de la donnée, on va avoir une glue applicative basée sur les lambdas. Alors on a choisi le langage Python parce que c'est un langage qui est commun sur le projet pour différents autres besoins. C'est ce code de glue fait avec les technologies lambda en Python va être orchestré sur les stacks d'ingestion et de traitement des données avec des step functions qui vont venir organiser le traitement et donner de la visibilité, de la compréhension sur les exécutions des traitements.
ne s'est pas empêché non plus d'utiliser certaines technologies assez semblables aux distributions classiques. En l'occurrence, on a utilisé la distribution AWS Big Data qui est EMR, et on s'en est servi par contre en mode éphémère. Donc de la même façon dont pour instancier des jobs glue, pour lesquels on ne gère pas les machines, on va lancer des traitements EMR qui vont avoir un point de démarrage, qui vont démarrer un cluster, effectuer les tâches associées et détruire le cluster. Donc en fait, on ne va pas opérer de cluster 100% du temps. On aura des capacités de traitement associées à nos besoins uniquement lorsqu'on aura à exécuter ces traitements. Donc on verra que ça a beaucoup de conséquences. Ce sera expliqué par la suite. Ensuite, sur la partie analyse de données, on va retrouver des outils assez similaires à ceux dont j'ai parlé précédemment, donc en l'occurrence Presto, sauf que ici, ce seront des services managés, donc en l'occurrence AWS Athena, qui est un service qui permet d'interroger en SQL les données les datasets qu'on a stockés sur S3, et grâce au data catalogue de Glue, on va connaître les structures de données, donc comment sont composés nos datasets, et savoir comment les interroger. Donc quelles sont les colonnes, quels sont les types associés aux colonnes, et donc comment est-ce qu'on peut croiser les données. Voilà. De la même manière, il y a d'autres outils que je n'ai pas cités, mais qui peuvent aider à l'analyse. Typiquement, les données qui sont exposées à travers S3 et le Glue Data Catalog sont interrogeables, par exemple, depuis des clusters BI comme Redshift, ou encore sont accessibles depuis des dashboards avec des services managés de type QuickSight proposés par Amazon pour faire du dashboarding. Voilà. Donc, associé à toutes ces notions serverless, on a continuer dans cette idée de faire du serverless. Et pour toute la partie CI/CD du projet, en fait, on a utilisé des technologies fournies par Amazon pour éviter d'avoir à gérer, par exemple, des serveurs d'intégration continue qu'on a instanciés à maintenir nous-mêmes. Donc, on n'a pas, par exemple, construit de stack basé sur Jenkins. On a utilisé, aussi bien pour la phase de construction que pour la phase de déploiement, CodePipeline qui va venir organiser tous les services autour du build et du déploiement du projet. Plus particulièrement sur la phase de build, on va avoir code commit et code build. Donc code commit va venir stocker le code source du projet, donc à l'image d'un GitHub ou d'un GitLab. Code build va venir exécuter toutes les tâches de construction. Et côté déploiement, on va avoir CloudFormation qui va nous permettre de déployer des ressources sur AWS. Sur la partie build, de façon classique, j'allais dire, on va bien entendu construire nos livrables à travers des tâches qui sont gérées par le pipeline et par CodeBuild plus spécifiquement. On va également tester notre code. Donc en l'occurrence, on avait deux types de code. On avait le code qui était lié au lambda et à toute la glue applicative du projet. De ce point de vue-là, comme je disais, on a créé tout ça en Python et donc on a PyTest qui nous permet de tester tout notre code. Et donc c'est les tests sont exécutés automatiquement à ce moment-là. De l'autre côté, les jobs Spark qui sont exécutés sur Glue et par extension également sur OMR pour certains jobs sont testés avec Scala Test et les outils standards de testing pour les jobs Spark. Ensuite, on a voulu intégrer la génération de la documentation parce que c'est un besoin très important dans le monde du médical, chez Sanofi en particulier, d'avoir des documentations complètes. Et donc, on est parti sur le principe, comme pour les livrables, d'avoir des sources documentaires, donc en l'occurrence basées sur Markdown, qu'on est capable, entre guillemets, de compiler, de construire, pour générer des livrables sous un autre format. Donc, en l'occurrence, un site web qu'on est capable de générer avec Sphinx, qui est un outil de l'écosystème Python, qu'on va déployer sur S3, et de l'autre côté, la capacité à générer des PDF à partir des mêmes sources. Donc, on est capable non seulement de partager toute la partie documentaire sur du web, mais également de livrer différents documents à différents services en interne chez Sanofi, à travers des PDF générés. Enfin, sur la partie déploiement, on est parti sur des workflows de travail assez classiques qu'on peut répliquer par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur différents projets. Donc on va développer des fonctionnalités dans des branches, les merger sur la branche master, qui va déclencher automatiquement finalement l'exécution du pipeline de construction associé à l'environnement de développement, déployé sur l'environnement de développement. Lorsque les développements sont satisfaisants, on peut soumettre des pull requests, code commit le supporte, pour les faire valider et les pousser sur la branche release, qui à son tour sera capable de déployer, de construire et de déployer vers les environnements du AT. Là, sur les environnements du AT, des équipes peuvent intervenir pour valider ce qui a été produit et effectuer une intervention humaine qui va permettre de déclencher
la construction du livrable et son déploiement vers la production. Donc on est bien sur un pipeline complètement pris en charge et automatisé par les services qui permet de répliquer les workflows habituels. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a un objectif quand même d'automatiser le maximum de choses. Et donc, on l'a appliqué également au déploiement de nos ressources, celles qu'on utilise sur le projet. Et donc, d'un point de vue de l'infra as code, il y avait un objectif qui était partagé avec Sanofi, qui était d'avoir 0 ressources créées manuellement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que tout ce qui est créé manuellement est susceptible d'apporter des projets, est difficilement réplicable et maintenable. Et donc, on veut pouvoir reconstruire à tout moment les stacks d'exécution qui constituent le projet. Donc pour ça, on s'est appuyé sur des stacks cloud formation qui permettent de déclarer des ressources et de les déployer. Alors, tout comme on sait déployer nos livrables, on sait déployer tout élément des infrastructures sur AWS, et même les pipelines de build qui sont composés de code commit, code build, cloud formation par exemple, sont eux-mêmes déployés à travers des stacks. Donc on a poussé l'automatisation à son maximum, et donc on n'a plus de tâches de déploiement manuel sur les environnements. Ça a des avantages, c'est que ça permet de dupliquer les environnements selon les besoins. Typiquement, et là on bénéficie vraiment des avantages du cloud, on est capable, donc certes, de déployer les environnements à l'identique, mais si on veut créer un environnement temporaire, de A à Z, on est capable de le faire en redéployant les stacks. En fait, on a des préfixes qui permettent de déployer une nouvelle stack pour tester une idée, valider l'ingestion d'une nouvelle source de données, etc. Ça n'a pas que ces avantages-là de pouvoir déployer des stacks à l'identique. D'ailleurs, on évite les effets un petit peu Snowflake. De loin, ça a l'air d'être des flocons identiques, et quand on voit de près, finalement, il y a des petites différences qui nous empêchent de faire les choses exactement pareilles sur les différents environnements. Un autre avantage, comme je disais, c'est d'être capable de faire des déploiements répétables. Donc, on n'est plus sur des problématiques d'avoir des déploiements qui sont différenciés. On est capable de les répéter systématiquement, et donc on réduit les surprises ou les risques au moment des déploiements. Bien entendu, dans le monde médical, pharmaceutique, la sécurité est extrêmement importante, mais pas que dans ce monde-là. On est également aux affaires industrielles, donc ce sont des données qui émanent de sites industriels qui sont des données au final sensibles, qui touchent à du médicament. On sait aujourd'hui que tout le monde considère la sécurité comme un enjeu important, et donc on a voulu faire de la sécurité un élément majeur du projet, et donc on l'a pensé by design dès le départ, et on s'est appuyé concrètement sur les capacités du cloud pour le faire. Et on s'est intégré également avec les directives, on va dire, d'intégration avec le cloud de Sanofi. En particulier, on n'a pas d'utilisateur IAM, à part exception, sur les environnements. Donc typiquement, dans les comptes AWS, si on va sur les pages IAM, on ne trouvera pas d'utilisateur. En fait, on a fédéré l'Active Directory de l'entreprise avec les comptes qu'on utilise. Ça a plusieurs avantages. Donc par exemple, on limite les risques de sécurité vis-à-vis des utilisateurs. On n'a pas de clés générées statiquement pour accéder aux environnements et aux API. En fait, ce sont des clés temporaires qui sont générées le temps d'une session. Et au-delà de ça, typiquement, si un utilisateur part du projet, on n'aura pas à risquer d'oublier de lui enlever ses droits à travers l'Active Directory. Quand elle sera désactivée, automatiquement l'utilisateur n'aura plus accès aux environnements. Donc en fait, c'est pour ça que c'est de la sécurité by design. Au-delà de ça, on ne fait pas porter des permissions directement sur les utilisateurs IAM, on n'en a pas. On les fait porter à travers des rôles qu'on fait assumer aux utilisateurs de l'Active Directory à travers la fédération d'identité. Tout comme ces rôles, on s'en sert également pour attribuer des capacités, des permissions aux services et aux comptes qui viendraient consommer la donnée sur le lake ou produire de la donnée sur le lake. Également, on a une politique d'attribution minimale des droits, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas par défaut les droits pour les fermer par la suite. On ferme les droits par défaut et on ouvre petit à petit en détectant les droits dont on a besoin. Ça permet de limiter dès le départ les droits qu'on attribue et de donner que le strict nécessaire. Enfin, pour reprendre un élément important d'une présentation qui a été faite à la AWS Summit en 2018 par Werner Vogel, donc qui est le CTO d'Amazon. Aujourd'hui, on n'a pas juste du chiffrement sur le transport des données, on a du chiffrement, on se doit d'avoir du chiffrement partout. Et donc, on se doit d'avoir du chiffrement sur le stockage. Donc, toutes les données qu'on stocke, si
des personnes accèdent aux données, ces données doivent être chiffrées pour avoir le niveau de sécurité, un niveau de sécurité convenable. Et donc, ça va empêcher un certain nombre de problèmes. Je vais y revenir après. Mais ce chiffrement de données, il va intervenir également sur les services, donc les données qui sont stockées dans les services, pas que sur S3. Donc typiquement, quand on va avoir des messages qui vont transiter par le service SQS, ces messages, ils peuvent être chiffrés. Quand on va avoir des données dans le catalogue AWS Glue, ces données peuvent être chiffrées. Et donc, aujourd'hui, Amazon fournit du chiffrement à tous les niveaux, que ce soit du stockage dans les services ou sur les transports. Il ne faut pas hésiter à le mettre partout parce que vous avez la possibilité de le faire. Comme je disais, le chiffrement de la donnée, ça a un double aspect en termes de sécurité. Non seulement, bien entendu, en chiffre, mais ça permet de limiter les dégâts. Typiquement, si on donne les mauvaises permissions à un utilisateur ou à un service, si on ne dispose pas des clés pour aller lire les données, on aura beau avoir les permissions, on n'aura pas ce qu'il faut pour déchiffrer les données et accéder concrètement aux données, et donc on aura un access denied. Donc c'est une double sécurité. Ensuite, tout ce qui est configuration sensible, comme d'habitude, il faut les déporter, sauf qu'en général, on n'a pas trop ce qu'il faut quand on fait ça sur on-premise, et particulièrement chez Amazon, ils fournissent des outils qui permettent de le faire depuis plus ou moins l'année dernière ou 2 ans, et en particulier le Parameter Store et le Secret Store qui permettent de stocker des configurations, ou plutôt des éléments sensibles en dehors des configurations classiques, par exemple les stacks de déploiement. Et donc, les éléments sensibles, ça peut être des mots de passe, ça peut être des clés d'accès, et donc on va les stocker dans ces services annexes et on va les récupérer uniquement quand on en aura besoin. Alors, bien entendu, un data lake, ça prend tout son sens quand on partage des données pour qu'elles soient consommées, utilisées, pour effectuer des traitements avec. Donc, sans notion d'accès, finalement, le data lake ne va pas servir à grand-chose. Donc, le premier élément qui va permettre de partager de la donnée, ça va être à travers le data catalogue du service AWS Glue. C'est un élément structurant puisque différents autres services d'AWS s'appuient sur ce data catalogue pour accéder aux données, en particulier AWS Athena, AWS Redshift. Également, si vous voulez connecter une stack UMR et faire des traitements custom, il y a des interfaces compatibles avec Hive pour vous intégrer facilement avec. Donc ça, c'est un élément très structurant. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à travers ce catalogue, vous pouvez partager les structures de données à d'autres comptes et donc permettre à des entités externes qui ont un compte AWS ou alors à d'autres entités de l'entreprise qui ont un compte AWS qui n'est pas le compte du Data Lake de partager des permissions sur le catalogue. Bien entendu, pour partager et explorer les données, vous avez des services directement utilisables comme AWS Athena pour faire du requêtage SQL sur les jeux de données. Vous avez une sécurisation des accès aux données, parce que quand on parle de partager de la donnée, il ne faut pas partager tout et n'importe quoi. Et donc, on va avoir des permissions qui sont applicables non seulement sur les données, mais également sur les utilisateurs ou les entités. Et donc, quand je parle d'IAM, ce n'est pas uniquement les utilisateurs. IAM va porter les permissions et les rôles. Et les clés de chiffrement également à travers KMS. Enfin, dernier point notable, quand on a de la donnée, c'est bien de l'avoir, mais il faut également comprendre ce qu'on a à disposition. Et donc, dans un premier temps, avec ce MVP, on a construit une solution minimaliste qui permet de documenter à travers un site web nos datasets, les données qui composent ces datasets, à travers une application web qui repose exclusivement sur les services d'AWS à travers les Web Identity. Et donc, on a construit une application qui ne nécessite pas d'API côté serveur et qui s'appuie exclusivement sur les capacités des services AWS à travers Cognito, qui est un annuaire d'utilisateurs. Alors, je vais rendre la main à Neza qui va vous partager ce qu'on a appris en réalisant ce projet. Merci Alexis. Donc finalement, si on prend un peu de recul et on regarde le projet sous un angle différent, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? La première, elle peut vous sembler assez commune, mais finalement, c'est un principe très structurant qui est à la genèse de ce projet. C'est créer un espace où on va autoriser l'équipe à reconsidérer les choses et à revenir rechallenger les principes établis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait à la fois à travers les exercices d'Extreme Archi, mais aussi tout au long du projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reconsidérer les principes établis dans un univers Big Data? Alors, premièrement, il y a un premier principe qui est assez largement répandu, qui consiste à construire ce type de projet à partir d'une distribution Hadoop on-premise.
Là, on a bien vu qu'on n'était pas du tout dans ce genre d'approche, qu'on était plutôt parti sur une approche totalement serverless. Et donc, finalement, que nous a permis cette approche serverless ? Ce que j'ai vu, moi, en tant que chef de projet de cette initiative, c'est qu'on avait pu finalement s'affranchir de la mise au point technique du cluster pour aller directement vers la délivrance de la valeur. Donc, l'équipe a quasiment pas perdu de temps dans l'initialisation de la plateforme. Et ça a été un réel levier d'accélération. Ce que je vois aussi, c'est que c'est une approche qui est économique. Économique parce qu'on ne paye que ce qu'on utilise. On n'a pas de cluster monté et qui tourne en permanence. Et ce que je vois également, et Alexis l'a très bien expliqué sur les aspects de sécurité, c'est qu'on est sur un écosystème où on a déjà pensé la sécurité pour les développeurs. On a un certain nombre de services qui, je dois l'avouer, sont assez bien fichus et qui vont nous permettre de mettre en place les principes de sécurité tels que le chiffrement ou la gestion des rôles et des droits d'accès à un niveau extrêmement fin. Et c'est vraiment appréciable de ne pas avoir à redévelopper la sécurité sur la plateforme. Et enfin, ce que je vois aussi en tant que chef de projet et en tant que client, je ne sais pas s'il y a des clients dans la salle, c'est qu'en fait, c'est une plateforme qui est riche et exigeante en matière d'expertise. C'est-à-dire que pour pouvoir tirer profit de cette plateforme et pouvoir aller jusqu'au bout de l'exploitation de l'écosystème AWS, il faut vraiment se faire accompagner de gens qui connaissent ou avoir en tout cas dans ces équipes des personnes qui connaissent vraiment bien cette plateforme, cet écosystème, ces services pour vraiment ne pas les détourner et aller jusqu'au bout de ce qui a été pensé au niveau AWS. Alors, avant de vous parler de ce qu'on s'apprête à faire, je vais vous dire 2 mots sur où est-ce qu'on en est finalement après 6 mois. Alors, au bout de 6 mois, on a un lake qui est en production, qui tourne, qui est utilisé par 2 projets partenaires, dont un de Data Science, qui nous permet aujourd'hui de mettre en évidence des corrélations sur nos données qualité, ce qu'on ne pouvait pas faire hier. On a un lake qui est alimenté par des systèmes de Sanofi hostés à la fois dans nos data centers, mais aussi dans nos usines, des données qui proviennent de bases de données transactionnelles, mais pas seulement. On prend aussi des données de time series, des données de capteurs, et on charge tout ça dans notre plateforme, et on va pouvoir l'exploiter au maximum. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est complètement et totalement intégré à l'écosystème existant. Et ça a été permis notamment parce que l'équipe qui a été constituée, c'est une équipe mixte composée à la fois d'informaticiens de Sanofi et de Xebian. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a été en effet en capacité de mettre en place les déploiements automatiques et l'intégration automatique, et que c'est très puissant, que ça nous permet vraiment d'accélérer, de multiplier les déploiements et de ne plus avoir de surprise quand on déploie sur la plateforme. Voilà, donc ça c'est ce qu'on constate au bout de 6 mois. Et maintenant ? Et maintenant, je vous l'ai dit, on est un laboratoire pharmaceutique, donc on a des enjeux de compliance très forts, et j'ai envie de dire heureusement pour les citoyens que nous sommes. Donc ce qu'on va viser maintenant, c'est la compliance by design. Après la sécurité by design, on a la compliance by design. Et là, j'ai demandé à l'équipe de continuer dans l'esprit de départ et de s'appuyer au maximum sur les services d'AWS pour adresser les enjeux de compliance sans ralentir la vitesse d'innovation. On a des enjeux de passage à l'échelle. Je vous ai dit en introduction 75 sites, donc on a des milliers de systèmes et là il va s'agir d'accélérer au niveau de l'ingestion de données, donc plus de sources et plus de datasets différents. Donc je vous ai parlé de données non structurées de type photo, vidéo, documents. On va aller vers ce genre d'ingestion maintenant. On a évidemment un sujet qui concerne l'implémentation et le monitoring. L'implémentation du monitoring, qui est en cours de mise en œuvre, notamment via la solution Datadog qu'on est en train de tester. Et enfin, l'ouverture de la plateforme beaucoup plus largement au business, à travers la mise à disposition de services AWS. L'enjeu là, c'est vraiment de permettre cet accès général à la data
et de rendre les utilisateurs le plus autonomes possible pour éviter les goulots d'étranglement. Donc là, on va s'orienter vers une stratégie qui consiste à déployer, développer et enrichir un data lake en mode self-service. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Place aux questions. Et by the way, si vous êtes à la recherche de challenge, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Bonjour, moi j'ai deux questions. Une assez générale, que vous devez entendre souvent, c'est celle sur la réversibilité, puisque donc là vous êtes parti full AWS. Est-ce que pour vous c'est un enjeu ou pas du tout? Est-ce que vous considérez que c'est pas un sujet? Est-ce que vous avez pensé aussi un jour, je sais pas, AWS augmente la facture ou ce genre de choses? Et la deuxième, un peu plus particulière, j'ai pas bien compris pourquoi, ce qui vous avez fait, puisque vous êtes parti sur Glue, que je connais pas très bien, mais quelles sont les contraintes qui vous ont parfois obligé à utiliser EMR? Merci. Okay. Alors, je vais essayer de répondre aux deux points. Sur la partie réversibilité, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été finalement tant un sujet que ça, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait une volonté de pouvoir, d'une part, démarrer rapidement, donc d'utiliser les leviers qu'on avait à disposition. Donc on a choisi d'aller sur le cloud pour accélérer et utiliser des services prêts à l'emploi. Donc ça, c'était un choix qui était assez structurant de ce point de vue-là, du point de vue réversibilité pensée dès le départ. Alors bien sûr, on est intégré d'une certaine manière avec des traitements AWS, mais c'est également grâce à ça qu'on a la possibilité d'avoir démarré rapidement. Donc ce sont des orientations et des choix qui ont été faits en collaboration avec le client. On a toujours la possibilité de s'extraire d'AWS. Il faudra à ce moment-là planifier des actions de réversibilité et effectuer une analyse pour déterminer tous les axes de travaux pour en sortir. Concernant les coûts, une question que j'entends souvent, c'est est-ce qu'il y a effectivement un risque à ce que AWS augmente les coûts? On ne peut pas prévoir le futur, donc pourquoi pas, on pourra l'imaginer. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Non. Et est-ce qu'ils ont, à l'inverse, déjà baissé les coûts? Oui, en fait, ils ont baissé les coûts sur les 10 dernières années, plus d'une trentaine de fois. Ils n'ont jamais augmenté les coûts. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est quelque chose qui est assez hypothétique et qui, pour l'instant, n'est pas un sujet d'inquiétude. Le deuxième point, vis-à-vis d'AWS Glue, l'idée c'était de ne pas passer plusieurs semaines, plusieurs mois à mettre au point un écosystème Big Data qui n'existait pas à date pour les opérations industrielles. Et l'idée c'était de se dire qu'il y a des entreprises qui savent faire, mettre à disposition finalement des plateformes qui sont battle-testées au niveau mondial, qui fonctionnent, qui savent scaler, qui n'ont potentiellement pas de limite, contrairement à des plateformes qu'on pourra monter on-premise et qui, j'allais dire, auraient comme limite les investissements qu'on a bien voulu mettre dessus. Voilà, donc ça c'est un petit peu les réponses que moi je peux apporter. Peut-être que Neza a des choses à rajouter dessus. Non, je suis tout à fait en ligne avec toi. C'est-à-dire que l'approche, comme je l'ai dit, ce qu'on a demandé aux équipes, c'est de reconsidérer les principes. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'efforts mis sur les cadrages de projets, beaucoup d'efforts mis sur la préparation des infrastructures et des équipes qui s'essoufflent quand on commence à adresser la valeur métier. Donc là, ce que l'équipe a proposé, c'est une approche qui nous semblait tout à fait innovante, qui nous permettait de travailler sur la valeur métier très rapidement. Et c'est ce qui a fait finalement qu'on a décidé d'aller vers ce type d'approche. Et comme je l'ai dit, très très rapidement, on a pu, quand je dis très rapidement, c'est l'affaire de 3-4 semaines, on a pu exposer des données à les data scientists pour qu'ils puissent travailler dessus. Alors, un point peut-être pour compléter la réflexion, quand on parlait de Glue, donc c'est du Spark Manager, on disait, éventuellement, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le service il a des capacités, mais il a également des limites. Donc, on a commencé avec ce service-là pour démarrer vite. On s'est également donné la possibilité, à travers la mise au point de job EMR éphémère,
d'obtenir les mêmes résultats, mais qui vont peut-être laisser plus de latitude quant aux options qu'on a vis-à-vis du service standardisé avec ses capacités qu'est AWS Glue. Donc ce n'est pas quelque chose qui ferme la porte à d'autres usages. Au contraire, on a commencé par là pour aller très vite, et aujourd'hui, on ouvre la porte à de nouveaux supports, de nouvelles façons de traiter la donnée, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, tout d'abord. Moi, j'ai une question plus sur une partie qui n'a pas été présentée en détail. C'est sur la partie en gestion. Donc, vous avez parlé du fait que vous avez des données, des capteurs, des données structurées aussi. Donc, qu'est-ce que vous utilisez pour la partie en gestion? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ce serait plus... vous avez aussi mentionné le fait que vous avez des données time series. D'habitude, il y a des bases de données spécialisées pour les données time series. Là, vous utilisez S3 toujours pour les time series. Ouais. Et si oui, est-ce que vous avez trouvé des contraintes sur le fait d'utiliser S3 en tant que base de données time series? Je n'ai pas entendu la première question. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter? C'est la partie en gestion des données, la partie collecte, récupération de données. Donc sur la partie collecte de données, comme on était en initialisation de la plateforme Big Data, on est plutôt parti sur une tactique d'exploiter les infrastructures et les plateformes existantes. Et donc là, on s'est beaucoup appuyé sur un ETL qui est en place chez nous, qui est Informatica. Voilà. Donc après, pour répondre à votre question qui concerne S3, oui, aujourd'hui, on stocke toutes nos données dans S3. Et on n'a pas de problème particulier. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour apporter une précision, d'un point de vue de l'ingestion, on a effectivement une diversité de systèmes chez Sanofi, et on a un point d'ingestion au niveau d'AWS qui est finalement le point d'entrée. Alors bien sûr, si les services supportent directement S3, on ne va pas se priver d'utiliser les capacités des services pour envoyer la donnée directement sur S3. Toutefois, il y a beaucoup de services qui ne savent pas parler justement à S3 directement, ou qui n'ont pas de compatibilité explicite avec S3. Et donc dans ce cas-là, on a mis en place une passerelle qui est basée sur des technologies assez classiques en entreprise, qui est une passerelle SFTP. Et c'est cette passerelle qui sait faire le lien pour tous les traitements qui ne savent pas supporter directement S3 pour faire l'ingestion. Donc en fait, les données sont envoyées sur cette passerelle SFTP qui est déjà côté Amazon et qui s'occupe de faire la synchronisation de données et déverser dans S3. Donc derrière, on peut avoir n'importe quel traitement qui est capable d'extraire de la donnée dans l'entreprise, va déposer sur la plateforme SFTP. D'ailleurs, c'est un produit de la marketplace AWS qui est disponible, donc c'est facturé à l'heure. Le jour où on n'en a plus besoin, le jour où les outils sources savent supporter S3, on peut tracher cette passerelle SFTP, cette gateway, et s'en passer. Et les outils déverser directement dans S3 et éliminer ce surcoût. Mais c'est surtout, on a cette capacité de permettre aux outils de déverser dans S3 indirectement, tout en restant dans les capacités des outils de l'entreprise. Donc aujourd'hui, SFTP, qui est très commun dans les SI. Et le deuxième point était sur les limites d'S3. C'est S3 et les bases de données Oui. time series. Alors effectivement, donc dans l'entreprise, vu qu'on parle de sites industriels, on a ce qu'on appelle des historians. Et là, en fait, c'est l'éditeur des historians qui nous a apporté une solution pour extraire la donnée de ces historians et de les pousser vers S3. Donc ces historians, aujourd'hui, c'est plus limité par les capacités de l'outil éditeur, n'ont pas la capacité d'envoyer en streaming sur AWS. Si c'était le cas, on utiliserait du Kinesis et on pourrait l'envoyer effectivement vers différentes sorties, du stockage froid pour aller consolider la donnée, la réinterroger plus tard. Finalement, des bases chaudes qui permettraient finalement de faire du traitement directement sur les données, ou à travers, par exemple, du Kinesis Analytics qui permettrait de requêter les données au fur et à mesure qu'elles arrivent, sur des fenêtres de temps, par exemple. Mais ça, les outils des éditeurs ne savent pas encore s'interconnecter avec ce genre d'interface. Et donc, on reçoit des sortes de micro-batch très régulièrement des différents capteurs. Et donc, on les intègre au fur et à mesure qu'ils arrivent. Si un outil en face, c'est vraiment faire du streaming, on utilisera ses capacités et on le connectera à Kinesis. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette architecture, elle est complètement évolutive, et c'est tout l'intérêt en fait de cet exercice. C'est-à-dire que l'équipe monte une architecture donnée, il y a des choses qui se consolident, et ce qui est intéressant dans l'écosystème AWS, c'est que
dès qu'on va avoir des évolutions, soit à l'intérieur de la plateforme ou en périphérie de la plateforme sur les outils qu'on a, eh bien, on peut reconsidérer certaines micro-parties de la plateforme sans remettre en question l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une autre question là-bas. Ah, il est là-bas aussi. Bonjour. Comment est-ce que vous gérez le run en production, notamment le 24/7 ? Est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous avez pris une entreprise pour ça? Et si oui, est-ce que vous avez pu en trouver facilement pour des services managés AWS? Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 6 mois. D'accord ? Donc, la plateforme, elle est en train de sortir. Aujourd'hui, le run, on est en train de le mettre en place, notamment via la solution Datadog qui va nous permettre d'avoir des métriques en temps réel. L'équipe qui est en charge de développer et de consolider cette plateforme assure le monitoring pour l'instant. Mais il est vrai qu'à un moment donné, on aura à traiter ces enjeux de run. Je veux dire que pour l'instant, ils ne s'imposent pas encore à nous. Pour compléter, j'ai envie de dire, bien évidemment, on ne remplacera pas complètement des interventions sur des éléments critiques d'une plateforme. Toutefois, on diminue quand même énormément le travail du fait qu'on n'ait plus d'environnement à maintenir d'un point de vue run, dans la mesure où on s'appuie exclusivement sur des services gérés. Donc si le service tombe en panne, c'est le service d'Amazon qui tombe en panne. Donc c'est Amazon qui va le réparer. Et on a la quasi-garantie que ça va être réparé en un temps record. Après, par contre, s'il y a des problèmes logiciels, là, finalement, c'est l'ingénierie qui va intervenir pour fixer des problèmes logiciels. Et de ce point de vue-là, faire intervenir l'ingénierie sur du 24/7, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme de monitoring et d'alerting qui va permettre de nous tenir informés au plus tôt et de pouvoir intervenir. Donc, ne pas rester les bras croisés, pas s'apercevoir que des choses ne vont pas, être prévenu et intervenir au plus vite. Après, dès lors qu'on aura des traitements réellement critiques, là, ce seront des choses qu'il faudra creuser d'un point de vue du run 24/7. Il y a des services internes et des fonctionnements internes qui permettent de gérer ce type de sujet chez Sanofi. Donc finalement, si on n'a pas en interne ces capacités-là, il faut effectivement aller chercher éventuellement un infogéreur pour traiter ces points-là. Merci. Pas d'autres questions? Il y avait une question là-bas. Une dernière question alors. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez mentionné que c'était un projet qui touchait les affaires industrielles de Sanofi. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en dehors de cette direction, de ce métier, il y a aussi d'autres data lakes ou d'autres entités qui ont poursuivi des projets Big Data? Et si oui, comment ça s'interconnecte? Alors, en effet, le périmètre qu'on adresse ici est le périmètre des affaires industrielles. On a d'autres projets Big Data qui vont adresser ce qu'on appelle chez nous les opérations globales, qui est l'organisation qui traite de la relation avec les professionnels de santé et les patients, qui ont également une plateforme Big Data, et on a également le même genre d'initiative en R&D, où là, les enjeux sont comment on va exploiter la donnée à l'intérieur de Sanofi et à l'extérieur pour pouvoir accélérer la recherche et développement des produits. Donc, nous, ITS, nous sommes une organisation informatique globalisée avec une gouvernance qui est en place et qui permet d'assurer une cohérence globale, que ce soit sur cet enjeu Big Data ou sur d'autres enjeux qui sont propres, qui sont transverses au groupe. Et tout notre enjeu, c'est d'avoir une approche globale sans enfreindre ce qui se passe au niveau local et sans ralentir la vitesse d'innovation. Il y avait une question, pas loin, peut-être pour finir. Ce sera la dernière. Bon, je sais que c'est la dernière, mais j'en ai deux. La première est plutôt technique. Vous avez parlé de Redshift et d'Athena, donc ça faisait quand même deux composants à utiliser. Est-ce que vous avez regardé ce qui était possible de faire avec Redshift Spectrum en remplacement d'Athena? Parce que j'ai vu que c'était possible, mais j'ai pas trop de retour terrain. Oui, alors, pour essayer d'y répondre, Redshift, c'est un outil, historiquement, qui a été pensé et construit dans une optique BI. Il y a quelques temps, effectivement, ils ont rajouté cette capacité similaire à Athena.
d'aller interroger la donnée qui n'est pas directement dans l'outil, dans le cluster Redshift, et de croiser cette donnée justement avec la donnée qui est dans l'outil. Moi, je pense que c'est une solution extrêmement intéressante pour les personnes qui ont déjà de la BI sur Amazon, qui ont déjà du Redshift, de ne plus avoir besoin d'importer systématiquement et de façon explicite la donnée dans Redshift, et d'être capable de croiser cette donnée qui vient d'un lake stocké sur S3 juste avec les structures associées dans un catalogue, de pouvoir les croiser avec les données qui sont vraiment dans l'outil BI. Donc ça peut permettre d'étendre énormément les capacités et les solutions qui peuvent répondre à différents problèmes. Pour moi, ça ne remplacera pas Athena, parce qu'Athena, il est là dans une autre optique. Typiquement, ça peut remplacer des approches traditionnelles où on peut être amené, par exemple, à ingérer la donnée dans une base pour la processer, pour la requêter. Et donc, on va alimenter un premier outil à partir d'un lake. Là, on va faire nos traitements. On n'aura pas des capacités, j'allais dire, qui sont capables de scaler instantanément pour dispatcher la requête sur de nombreux nœuds, là où finalement Athena sait le faire. Et donc, si on n'a pas de plateforme BI, Athena, c'est la meilleure réponse, parce que l'outil saura exactement faire ça. Et typiquement, on peut passer de traitements de plusieurs heures sur une base de données montée temporairement avec des traitements exécutés à des traitements de quelques minutes. Donc pour moi, les usages sont quand même différents. Je dirais ça comme ça pour conclure. D'un côté, si vous avez déjà un outil BI, utilisez les capacités Spectrum. Comme ça, vous pourrez croiser les données que vous avez sur un lake et les données que vous avez dans l'outil BI. De l'autre côté, si vous n'avez pas d'outil de ce type-là et si vous voulez faire du requêtage ponctuel ou à la demande et être facturé pour ce besoin-là, utilisez plutôt AWS Athena. Ok, merci, c'est très clair. Je continue. Merci.